Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'avoir bravé les éléments pour être avec nous ce soir. Bonsoir aux personnes qui sont connectées avec nous en ligne. Je m'appelle Mélanie Koenemann, je suis la responsable de la programmation culturelle ici à l'Alliance française et je suis ravie de vous accueillir tous ici au nom de notre association pour une nouvelle rencontre de l'Alliance Pense intitulée « Féminisme et démocratie, une lecture contemporaine ». Nous sommes soutenus par le gouvernement de la Nouvelle-Écosse et l'Université Sainte-Anne et pour aborder et plonger dans ce vaste sujet, nous sommes accompagnés par Gabrielle Bardal, présente, qui elle aussi a bravé les éléments pour être avec nous ce soir. Gabrielle, tu es titulaire de la chaire de recherche du Canada sur les femmes, la démocratie et le pouvoir dans la francophonie à l'Université Sainte-Anne. Tu es professeur de sciences politiques et tu as rejoint Sainte-Anne il y a maintenant 2 ans, après une carrière impressionnante de presque 20 ans, de plus de 20 ans, dans diverses agences des Nations Unies. Avant de commencer, j'aimerais souligner que nous sommes réussis ici à Chipotok, dans le district de Shibenacadie, l'un des 7 districts Mi'kmaq qui, depuis des temps immémoriaux, est le territoire traditionnel non cédé et la terre ancestrale de la nation Mi'kmaq. Ce territoire est régi par des traités de paix et d'amitié. Nous reconnaissons que nous sommes tous des peuples signataires de traités et que nous avons ainsi des responsabilités les uns envers les autres et envers cette terre qui nous accueille. En tant qu'association, nous faisons continuellement l'effort de nous engager sincèrement et fermement et à faire avancer le travail de vérité, de réconciliation et d'équité. L'Alliance française à Halifax tient à honorer les traditions et les enseignements qui ont été transmis depuis des temps immémoriaux par la nation Mi'kmaq. En tant que membre du personnel administratif et pédagogique, membres et publics de l'Alliance, nous sommes reconnaissants de pouvoir vivre, apprendre, travailler et nous engager dans des activités communautaires en Mi'kmaqui. L'événement d'aujourd'hui se scinde en 2 parties. La première sera un entretien autour des enjeux régissant la participation. Je recommence. C'est pour la captation. D'ailleurs, c'est filmé. Les caméras sont là. Donc la première partie sera un entretien autour des enjeux régissant la participation des femmes à la vie démocratique. La perspective sera internationale et peut-être un peu philosophique. Et pour nourrir ce dialogue, nous nous appuierons sur un court extrait d'une vidéo d'Arte intitulée « Les femmes gouvernent-elles mieux ?» Bam. La seconde partie portera sur la politique d'aide internationale féministe du Canada, ses enjeux et ses résultats, ainsi que sur la participation féminine à la démocratie au Canada plus particulièrement. Notre point de départ sera alors un extrait de l'allocution de Marie-Claude Bibeau, ancienne ministre du Développement international et de la francophonie du Canada, sur justement la politique d'aide internationale féministe du Canada. Vous êtes toutes et tous invités à poser vos questions à l'occasion de ces 2 entretiens, les personnes présentes parmi nous, tout comme les personnes en ligne. Pour les personnes connectées, n'hésitez pas donc à allumer votre micro, dans la mesure du possible de vous munir d'un casque. La qualité sera meilleure et ce sera plus agréable pour tout le monde. Vous pouvez également écrire dans le clavardage et ma collègue Emma, ici, aka DJ Teams, pourra transmettre votre question. Donc sans plus tarder, commençons par visionner ce court extrait de la vidéo d'Arte « Les femmes gouvernent-elles mieux ?» J'ai envie de dire, ne perdons pas espoir tout de suite. La discussion ne fait que commencer. Donc dans cette vidéo, la journaliste Marion van Retterheim dit que dès l'invention de la démocratie, les femmes sont exclues des prises de décision et des rôles de gouvernement, de gouvernante. Cependant, on voit qu'il y a quand même des figures à tous les niveaux de la politique qui sont des femmes. On peut penser à la présidente de l'Islande, l'ancienne première ministre de Nouvelle-Zélande ou encore de Finlande, Sanna Marin. L'Italie. Pas le meilleur exemple au monde, mais en tout cas, elle a le mérite d'être là. En tout cas,
ces politiciennes, même si elles sont présentes, elles sont largement sous-représentées. Le rapport de force n'est pas du tout le même qu'avec les hommes. Est-ce que tu pourrais expliciter les mécanismes qui sont responsables de ce rapport de force qui sourit plutôt aux politiciens qu'aux politiciennes? OK, ça marche? Oui. Merci. Donc, bonne soirée. Tout d'abord, j'aimerais juste remercier l'Alliance française de l'invitation ce soir, toute l'équipe qui a organisé, puis surtout Mélanie pour l'assistance. Comme j'ai dit, j'arrive tout juste de l'aéroport. Mon vol a été retardé de plusieurs jours à cause des intempéries aux États-Unis, et donc beaucoup d'aide ici pour les dernières touches parce qu'on était sans courant quelques jours. Pour comprendre les dynamiques du pouvoir et les différences, c'est très intéressant. J'ai apprécié l'exemple dans la vidéo en parlant des origines communistes de la politicienne italienne. J'ai aussi travaillé dans les pays ex-communistes et j'étais très frappée par la différence de perception de l'accès au pouvoir de la génération qui a vécu la participation politique sous des régimes communistes et une génération plus jeune. Pour les femmes de l'âge d'avoir vécu avec le communisme, il y avait souvent un sentiment partagé. Parce que dans les régimes communistes, les femmes étaient, comme elle a dit, intégrées à tous les niveaux. On ne voyait pas tellement de différence. Mais ce n'était pas nécessairement, ou même pas en tout, parce qu'à cause de leur identité féminine ou par des valeurs féministes, mais c'était parce que tout le monde est compris comme une unité économique semblable et la participation économique devait être égale. Et ainsi de suite. Donc, pour ces femmes-là que j'ai rencontrées dans les pays de l'Europe de l'Est en particulier, il y avait cette notion que oui, nous avons cette belle opportunité qui n'existe pas ailleurs, mais ce n'est pas nécessairement pour reconnaître nos propres identités de femmes. Mais ceci dit, on a l'occasion, on va en profiter et on va avancer nos objectifs, nos intérêts, on va mieux représenter la population comme qui aurait été fait autrement. Pour les plus jeunes qui avaient seulement connu la vie après le communisme, c'était autre chose. Il y avait beaucoup plus d'obstacles, au moins dans les contextes auxquels je pense, Kazakhstan entre autres, parce que il y avait des impositions économiques qui se sont installées. Ils étaient marginalisés économiquement. Il y avait d'autres besoins sur le système de santé, soins des enfants et autres qui ont fait encore plus de barrières pour accéder au pouvoir. Et aussi une mentalité qui avait changé dans certains pays. Il y avait un nationalisme qui avait augmenté. Beaucoup d'insistance sur les vies plus traditionnelles, les familles traditionnelles, donc que les femmes restent à la maison, qu'il y ait plus d'enfants, etc. Justement parce qu'il y avait des positions anti-immigration, donc ça prenait du sang pur et autres. Bref. La question du féminisme, de la démocratie, de la participation, c'est complexe, c'est riche. L'exemple que je viens de donner, c'est entre un système ex-communiste et nouvellement démocratique, tous les deux qui connaissaient les barrières, les obstacles, mais aussi des opportunités. Et je dirais que la beauté de la démocratie, comme je le vois, et comme aussi a été cité dans l'exemple, c'était dans ses débuts un système qui excluait les femmes, les personnes, tout le monde sauf les hommes blancs, riches, avec des propriétés. Mais c'est le seul système au monde qui permet la contestation paisible au sein de son propre système politique. Et c'est donc à travers les luttes démocratiques, à travers les luttes des droits humains que la démocratie s'est ouverte graduellement vers plus d'inclusion. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui dans la lutte pour les questions féministes au sein de la démocratie, c'est que la démocratie se transforme, se réinvente, se élargit avec le temps pour mieux inclure les questions des femmes. Merci. Mais c'est intéressant quand on remonte à l'étymologie du mot démocratie, c'est la voix du peuple littéralement, et c'est très intéressant de voir que les peuples de l'Antiquité excluaient les femmes du peuple comme si c'était une autre catégorie qui n'a rien à voir.
Je pense que tu as un petit peu anticipé sur l'une de mes questions, mais dont en soi, il n'y aurait pas... disons, les nations qui élisent plus volontiers des femmes aux positions de pouvoir, il n'y a pas un point commun, il y aurait peut-être plusieurs points communs entre ces nations ou systèmes politiques qui élisent plus volontiers une femme à sa tête. Oh, encore une grande question. Il faut dire, j'ai pas vu les questions à l'avance. On l'a fait exprès, donc c'est frais, c'est réel. Une chose que je vois très souvent quand on parle de la participation politique des femmes, on a souvent tendance à penser que les femmes, dans l'ensemble, partagent certaines idées, certaines valeurs, certaines positions politiques même. Mais ce n'est pas le cas. Les femmes sont aussi diverses que n'importe quelle autre population. Les hommes sont parmi les meilleurs féministes, les plus forts dans le monde entier. Les femmes soutiennent l'autocratie, le populisme, les positions misogynes même à travers le monde entier. Donc, on ne peut pas trancher. Alors, les raisons pour lesquelles les pays vont élire plus de femmes ou d'autres, ça varie beaucoup. Dans les pays démocratiques, ça dépend beaucoup des questions institutionnelles ou même très procédurales. On parle souvent des systèmes électoraux où, par exemple, dans les systèmes proportionnels, on a plus de tendance à élire des femmes. Il y a des options légales ou autres pour élire des candidats plus diversifiés dans les systèmes majoritaires. Ça, c'est aussi une réflexion de la société, comme par exemple aux États-Unis aujourd'hui, qu'il y a une grande division entre les partis qui élisent plus de femmes et plus d'hommes. Même ici au Canada, depuis les quelques dernières élections, il y a une différence entre les partis politiques, les partis qui avancent les candidatures des femmes et qui élisent des femmes. Donc oui, il y a une partie idéologique qui joue dedans, mais ce n'est pas uniquement ça. Je dirais que c'est des valeurs de la société de fond qui font l'aliment de base sur cette question. Et après, c'est les autres questions comme système électoral, accès au financement politique, contexte de violence politique vers les femmes. Donc tout ça, ça peut avoir un effet sur la réussite ou non d'une démocratie à élire les femmes. Ensuite, pourquoi les autocraties élisent des femmes? C'est autre chose. C'est une question qui m'intéresse beaucoup. C'est une question que j'ai hâte à mieux poursuivre avec cette nouvelle chaire de recherche parce qu'un fait qu'on n'aime pas dire beaucoup et pas très fort, c'est que les autocraties ont beaucoup de réussite à élire les femmes. Qu'est-ce qui se passe? Ça dépend. Il y a un contexte très complexe avec les relations internationales où souvent la participation politique des femmes c'est vu comme un atout et donc dès qu'on peut ticker le 30%, OK, hop, on ouvre les portes, il y a plus d'investissement, il y a plus de... Vous avez atteint vos objectifs de développement, gna, 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 gna. Mais c'est quel 30%? Si vous avez un régime politique qui n'a qu'une seule partie politique, oui, c'est plus de femmes. Mais est-ce que c'est plus de valeur d'inclusion? Est-ce que c'est plus de valeur de la participation, du respect des droits des personnes, etc.? Non, pas nécessairement. Donc, je suis très intéressée par la question de la participation politique des femmes, non seulement dans les démocraties, mais dans les contextes autres, à comprendre la participation des femmes dans les partis autoritaires et aussi dans les mouvements d'opposition dans les régimes autoritaires, parce que c'est là où ça bouge, hein? C'est là où ça conteste, ça c'est d'ouvrir l'espace politique, de changer un régime autoritaire vers quelque chose de plus démocratique, mais c'est un espace qui est très contesté, qui est très fermé, il y a tellement de compétition. Vous pouvez avoir plusieurs dizaines de partis politiques, et donc dans ces partis politiques, il y a la contestation en dedans des partis politiques. Il faut compétitionner pour avoir le leadership des partis politiques. Et là, c'est encore une compétition avec des hommes. Alors, une des choses que je soupçonne et que j'espère explorer avec cette nouvelle chaire de recherche, c'est de comprendre cette dynamique. Est-ce que
et il y a plus de femmes en position de leadership dans les partis politiques associés au régime autoritaire? Est-ce que les mouvements d'opposition, les mouvements de protestation dans ces régimes, est-ce que c'est plus difficile pour les femmes d'accéder aux positions de leadership dans ces éléments? Est-ce que les acteurs, les organisations féministes qui s'associent au mouvement démocratique dans les pays autoritaires, est-ce qu'elles réussissent à avoir une voix, un impact une fois qu'ils réussissent à ouvrir l'espace? C'est des questions à répondre. Est-ce qu'on pourrait penser que les partis plus à droite se construisent une belle image en nommant à leur tête des femmes? Du coup, je pense à l'exemple pertinent de l'Italie où on se dit, mince, c'est une femme et elle a ce genre d'idée. Vraiment, est-ce que c'est... peut-être la femme est utilisée comme une excuse par certains régimes ou partis? Il n'y a jamais une seule réponse en sciences politiques. Dans certains cas, ça pourrait l'être. En général, j'aime pas enlever comment dire, je perds mes mots, l'agencité, agency en anglais, des femmes. C'est le choix des femmes. Elles peuvent se présenter pour n'importe quel parti, avoir n'importe quelle position politique qu'on veut, même si c'est contre les intérêts généralement perçus comme des intérêts des femmes. Dans certains régimes autoritaires, c'est sûr que oui, on voit beaucoup de femmes, de sœurs, de cousines, des amis du régime au pouvoir. Et donc, est-ce que ces femmes sont utilisées, sont instrumentalisées? Dans certains cas, ouais, ça se peut. Mais je dirais pas que c'est la majorité, ou même, il faut pas penser à la question de cette façon. C'est... Comment dire? Les régimes populistes, les régimes plus à droite, les partis politiques, ils comprennent le calcul politique que les femmes votent. Et donc, il faut attirer les voix des femmes. Alors, c'est normal qu'on va chercher des candidates femmes qui vont traduire les idées dans un langage qui va attirer d'autres personnes, surtout des idées qui pourraient paraître pas nécessairement dans l'intérêt de femmes. C'est difficile de promouvoir une plateforme politique qui ne favorise pas, je ne sais pas, l'accès à la santé aux enfants, aux gardes des enfants, ces choses. Donc, le jeu de politique, c'est trouver des personnes qui sont capables d'exprimer vos idées à façon à persuader les électeurs. Et donc, c'est très normal qu'on va recruter beaucoup de femmes pour partager ces idées qui sont autrement difficiles à passer. Très bien. Et est-ce que... J'étais en train de me demander s'il existait un phénomène selon lequel, une fois qu'une femme est au pouvoir, après son mandat, il y a un recul dans le sens où c'est peut-être plutôt des hommes qui vont lui succéder. J'ai l'exemple de Finlande qui me vient en tête. Donc, il y a une première ministre pendant un certain temps qui a passé un sale quart d'heure à certains moments. En fait, je me demandais si, une fois qu'on a une femme dans une position de pouvoir politique, est-ce qu'on a plus d'hommes qui lui succèdent? Peut-être dans le sens où elle va être jugée sur, peut-être moins sur ses idées que son genre. Ah, c'est une femme, c'était pas une super idée, passons à un homme. Alors qu'un politicien au masculin, on va dire bon, on va changer, il n'était pas très bon pour tenir le budget, il n'était pas très convaincant. Est-ce qu'on assiste à ce phénomène? Plus d'hommes après une femme? Question très intéressante. Je connais pas de recherche spécifiquement sur cette question. C'est vraiment mes aperçus comme ça. Encore une fois, ça dépend des femmes. Et quelle a été l'expérience et aussi le contexte culturel du pays en question. Sans parler des femmes individuelles, mais peut-être des femmes dans l'ensemble, on sait qu'il y a en anglais le mot est backlash, il y a un recul. Quand on voit des montées, ils peuvent avoir un backlash qui s'exprime souvent dans la violence, dans l'harcèlement et autres en ligne. Pour les cas des femmes individuelles aux têtes d'un pays,
l'exemple auquel j'attends avec impatience, ce serait mon pays d'origine, les États-Unis. On ne l'a pas vu encore. Mon impression, c'est que le premier président noir américain, il y a eu un vrai backlash. Et c'est ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Est-ce que... pardon, je vais être très provocateur ici. Est-ce que le racisme aux États-Unis qui provoque cette réaction aujourd'hui est aussi intense que le sexisme? Je ne sais pas. Il y a certainement des sentiments du même. À mon avis, la question raciale, la question ethnique est plus difficile aux États-Unis peut-être que le genre, mais je pense que le jour où les États-Unis auront une femme présidente, on sera mieux placé à comprendre cette question dans le contexte de plus grande démocratie ou de plus imposante démocratie, parce que je dis encore que c'est une démocratie. Le rapport de Freedom House va sortir le 19 mars. Alors, on pourra dire à ce moment-là si c'est vraiment toujours une démocratie ou non. Mais non, j'attends ce moment pour voir quelle sera vraiment la réponse à cette question. Quel est ce rapport, Madame? Freedom House, c'est une organisation basée aux États-Unis qui fait une évaluation de la qualité de la démocratie dans le monde à chaque année. Et c'est très, très, très influent. En général, ils font 3 catégories, donc libre, pas libre ou semi-libre. Et on verra bien. Mais ce qu'ils vont dire sur les États-Unis cette année, ça pourrait être un vrai moment de choc. Je ne sais pas. Quels sont les critères ou les phénomènes observés pour déterminer si on est libre, à moitié libre ou pas libre? Qu'est-ce qui est observé? Il y a beaucoup de critères. Il y a pas la démocratie, c'est pas une seule chose. C'est surtout pas juste une élection. C'est la qualité du discours public. Est-ce que le média est libre? Est-ce qu'il y a des mouvements sociaux qui sont libres? Est-ce qu'il y a les institutions de justice, le Parlement et tout le reste? Est-ce que la qualité de l'information qui circule dans le pays aussi? Donc, on peut juger la qualité de la démocratie par beaucoup de critères différents et des organisations comme Freedom House, le principal, mais il y en a d'autres aussi. Ils vont juger la démocratie par tous ces différents critères. Freedom House, c'est surtout liberté politique et liberté civile. Ils vont trancher en deux. Et donc, de voir, et c'est des mesures qui sont assez utiles, ils sont très imparfaits tout le temps, mais quand même, ça permet de voir, OK, là, il y a la société civile qui a plus de difficultés à s'exprimer librement parce que, je ne sais pas, Trump les poursuit pour telle chose ou parce qu'on est en train de faire des menaces de violence ou autre. Alors, il faut diriger les efforts vers certains secteurs différents. Donc, oui, et donc la participation féminine, ça en est un. J'espère que ma question ne sera pas trop bateau et qu'elle constituera une belle transition vers la seconde partie de notre entretien, mais à quel niveau commence ce glissement vers des sociétés plus démocratiques, plus égalitaires? Nous, à notre niveau, en tant que citoyens ou résidents de pays, qu'est-ce qu'on peut faire pour contribuer à basculer vers des sociétés plus justes? J'ai passé 20 ans en travaillant avec des organisations pour essayer de faire ce glissement. Alors, il y aurait beaucoup à dire là-dessus, mais les grands changements, les changements dramatiques qu'on a connus aux années 70, 80, au début des années 90, il y en a beaucoup moins. Cette époque-là, c'était l'époque des révolutions, des coups d'État, mais qui transformaient vers la démocratie, des chocs sociaux. Ce qu'on voit depuis comme la deuxième ère de la démocratie, c'est beaucoup plus des transitions plus graduelles, des transformations. Et aussi, on parlait beaucoup de la consolidation de la démocratie. Donc, une fois qu'un changement, une ouverture officielle a été faite,
comment est-ce que les institutions se sont consolidées, est-ce que la société civile s'est développée, est-ce que les droits, comme j'ai dit tout à l'heure, est-ce que les droits ont continué à élargir pour être plus inclusifs, pour mieux représenter différents éléments de n'importe quelle société. Et donc, pour répondre de mon expérience, les années où j'ai travaillé dans ce qu'on appelle l'assistance à la démocratie, c'était toujours sur l'invitation du pays en question. C'était des projets qui étaient développés en partenariat avec les acteurs dans le pays. Souvent, ils s'appuyaient des rapports comme Freedom House ou d'autres pour voir, OK, là, il y a un besoin, là, il y a une ouverture. Et donc, identifier les secteurs en question et essayer donc d'appuyer un changement dans tel secteur. Alors, aucune démocratie est semblable. Toutes les réponses sont différentes dans chaque pays. Mais c'est souvent comme ça qu'on construisait ce type de réponse ou de réaction. Très bien, merci beaucoup. Avant qu'on passe à la seconde partie, est-ce qu'il y aurait des questions dans le public ? Lucie ? Bonjour tout le monde, merci. Ma question, c'est plutôt s'il y a des recherches qui ont été faites ou si des recherches ont été faites sur le nombre de femmes votant. En fait, la démographie change aussi. Il y a de plus en plus il y a quand même dans certains pays plus de femmes que d'hommes qui sont en âge de voter. Est-ce que les femmes sont aussi plus à même de voter parce que plus impliquées? Et est-ce que ce nombre de votants a un impact sur si c'est une femme qui va être élue ou pas? Bonne question, merci. Déjà, pour élire des femmes, il faut des femmes candidates. Alors, ce qui est souvent le défi. Mais même quand il n'y en a pas, dans beaucoup de pays, encore une fois, sans faire trop de généralisation, souvent les femmes votent de façon égale ou même plus que les hommes. Sont très, très impliqués comme des électrices, les votantes, comme tu dis, dans les différents pays. Et donc, peut-être c'est pour cela qu'on voit pas mal d'obstacles introduits pour réduire le nombre de femmes qui votent. En Égypte, par exemple, j'ai travaillé au moment des manifestations en place Tahrir, et pour ces élections de transition, c'était oui, le printemps arabe, donc 2011 et 2012. Il était question d'établir les bureaux de vote et de demander aux personnes d'aller voter dans leur région d'origine. Mais c'était un problème parce que c'était souvent les femmes qui allaient déménager vers la famille de leur mari et donc qui étaient moins dans leur région d'origine et le déplacement était très difficile parce que les coûts des familles plus conservateurs, les femmes ne pouvaient pas voyager seules, il y avait des responsabilités de garde des enfants, des parents, etc. Donc on voyait qu'il y avait une vraie discrimination contre les femmes votant dans ce cas-là. Même chose aujourd'hui aux États-Unis. On propose une loi, c'est un projet de loi actuel dont Trump a parlé hier soir dans son discours, pour contrer la fraude électorale en demandant plus de pièces d'identité. Mais les pièces d'identité, c'est lesquelles? Il faut avoir des pièces d'identité avec le nom à la naissance. Et il y a 90% de femmes américaines qui changent leur nom au moment du mariage. Donc, si jamais une loi comme ça qui est faite sans aucun regard ou intérêt pour les questions de genre, mais si c'est voté, il y aura, d'après ce que j'ai lu, 69 millions de femmes américaines qui seraient donc remises en question pour les droits de vote par manque de pièces d'identité appropriées. Yeah. Donc, il y a des obstacles qui ne sont pas nécessairement faits au nom du sexisme, au nom de misogynie ou autre, mais qui ont des effets. Et c'est pour ça qu'on fait une application, et peut-être la transition vers la deuxième partie, c'est pourquoi on fait des analyses féministes de toute action, de tout espace de participation politique, parce que comme partout, comme dans tous les enjeux démocratiques, la triche, la discrimination et autres se fait de façon de plus en plus nuancée, plus discrète, et donc il faut le chercher.
Je le répète, gardons espoir. Je vous propose qu'on passe à l'allocution sur la politique d'aide internationale féministe du Canada. Elle a été prononcée par l'ancienne ministre Marie-Claude Bibeau à l'occasion du Conseil des relations internationales de Montréal en 2017. Alors tout d'abord, j'aimerais remercier M. Pierre Lemonde du Forum et Oxfam Québec pour cette invitation à venir vous parler du virage féministe de la nouvelle politique d'aide internationale du Canada. Une nouvelle politique féministe qui, pour réaliser l'objectif mondial ambitieux de mettre fin à la pauvreté d'ici 2030, mise. Il y avait une question sur le rôle de la culture comme frein, comme contexte pour la participation des femmes. Oui, absolument. Comme j'ai dit, il n'y a aucune démocratie ou autre régime semblable au monde. Et ils sont très influencés par la culture, la religion, les traditions et ainsi de suite. Donc, il n'y a pas de modèle unique. Mais dans tous les pays où j'ai travaillé, ça fait plus qu'une soixantaine aujourd'hui, il y a toujours des mouvements féministes. Il y a toujours un secteur très, très, très actif. Alors, la question, oui, la question, c'est de voir quelles sont leurs capacités, quels sont leurs moyens, quels sont les espaces d'ouverture pour ces groupes-là d'influer, quelle est leur capacité de faire des alliances avec d'autres mouvements. Et c'est, on en parlait il y a quelques semaines dans une de mes classes à l'Université Sainte-Anne, du mouvement féministe acadien au Nouveau-Brunswick aux années 70. C'était un mouvement très fort. Mais à un moment donné, il y avait un certain conflit parce que le mouvement nationaliste acadien à l'époque ne voulait pas nécessairement intégrer ces questions de féministes et il y avait un certain froissement. Est-ce que ces valeurs, ces idéaux féministes, est-ce que c'est vraiment aussi... Est-ce que ça fait partie du concept du nationalisme acadien au Nouveau-Brunswick? Donc, est-ce que... Et on en a parlé dans ma classe avec des étudiants internationaux, on voit que c'est la même dynamique qui se reproduisent dans les pays de Maghreb et partout au monde. Donc, quelle est la capacité des mouvements féministes à s'allier au mouvement démocratique et quelle est l'ouverture du mouvement démocratique à intégrer les positions des femmes à la long terme? C'est très bien pour lutter ensemble jusqu'au moment où il y a élection, il y a un changement de régime, mais c'est la suite qui compte. Je ne sais pas si ça va aller dans les autres questions, mais à un moment donné, j'ai eu le privilège d'être conseillère pour l'ambassadrice femme à Paix et Sécurité avec Affaires mondiales Canada. Et c'était cette question qui était très importante, c'est de savoir que toute l'agenda Femmes, Paix et Sécurité, ça se tourne autour des moments de conflit, des transitions, des négociations de paix, mais ça ne s'arrête pas là, ça ne s'arrête pas au moment où les gens se lèvent de la table. Il faut que ça continue dans les processus démocratiques, les transitions électorales. Et trop souvent, c'est à ce moment-là que les hommes, les anciennes forces de pouvoir reprennent le pouvoir. Et donc, une des choses que j'aimerais voir par le futur, ce serait l'intégration des notions femmes, paix, sécurité dans les processus de transition démocratique, justement pour ces questions. Donc, je ne sais pas si ça répond exactement à la question, mais c'est comme ça que je m'y prends. Ben, il y a toujours l'espoir. On a reçu une question dans le clavardage. Emma, je t'en prie, tu peux la dire pour nous. Oui, exactement. Nassim pose une question. Y a-t-il des études comparatives entre les sociétés matriarcales et les sociétés patriarcales? Et si oui, quelles sont les conclusions de ces études? Merci pour la question. Je vais dire, je ne sais pas. C'est pas un domaine où j'ai fait beaucoup de recherches, mais ça m'inspire à en faire plus. Donc, merci. Je n'ai pas de réponse. Alors, je peux rétropédaler un petit peu vers la politique d'aide internationale féministe du Canada. Est-ce que tu pourrais revenir sur l'historique de cette politique et nous parler des actrices qui ont contribué à sa mise en place?
En 2017, le nouveau gouvernement libéral à l'époque a introduit une politique d'assistance internationale féministe pour le Canada. C'était parmi une poignée d'autres politiques. Parfois, c'était des politiques étrangères féministes. Dans ce cas, ici au Canada, c'était juste l'assistance au développement féministe. Et j'ai beaucoup à dire sur le sujet, alors la notion, comme Trudeau a dit à l'époque, on est 2015, bien sûr qu'on a 50% des femmes au cabinet. C'est le moment d'ouvrir l'espace, de parler ouvertement, franchement, du féminisme et l'aborder de façon plus réelle. Madame a expliqué différents éléments de qu'est-ce que c'était, parce que ça n'existe plus avec le nouveau gouvernement. Qu'est-ce que c'était, pourquoi ça a existé. C'était une approche beaucoup basée sur l'économie, l'intégration des femmes dans l'économie pour faire face à la pauvreté et donc avancer le développement en général. Ils ont oublié la démocratie là-dedans quand même, si vous voulez me croire, qui aurait été un élément important. Mais c'était un effort. Il y a eu un changement majeur dans le visage et le fond de l'assistance internationale canadienne. C'était introduit à un moment où l'aide au développement canadien connaissait un moment de manque identitaire, on pourrait dire, et l'introduction de l'approche féministe a souligné ce que le Canada avait déjà fait depuis les années 70, parce que l'égalité des sexes a toujours été centrale à l'assistance canadienne dans le monde, mais que le gouvernement Trudeau a essayé de mettre d'avant comme marque d'identité, façon de réunir l'assistance canadienne autour d'un tronc commun. Et que ça a largement réussi. Le Canada a été très reconnu pendant longtemps comme grand leader dans ce domaine. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions sur mon évaluation de l'assistance ou si j'embarque. J'avais peut-être envie de rebondir sur l'un des chiffres, si tu es d'accord, par Marie-Claude Bibeau. Donc elle dit que les femmes, je cite, sont des puissants agents de changement, de développement et de paix. Et ce qu'elle disait ensuite, c'était qu'à condition que tout soit bien aligné pour leur permettre d'agir, les femmes pouvaient faire croître l'économie mondiale de 12 000 milliards de dollars d'ici à 2025. Elle parlait du futur. Ce futur, maintenant, c'est notre passé. Donc, sachant qu'on est en 2026 maintenant, est-ce qu'on a vu ces résultats sur le plan économique? Peut-être que c'est un peu tôt pour les quantifier, mais est-ce que c'est un pari réussi? Comme diraient mes étudiants dans mon cours d'économie politique, je suis politologue et pas économiste, j'ai pas les chiffres. Mais sur le plan de l'impact, oui, il y a un impact très important. Les organisations des droits des femmes, les organisations féministes dans le monde sont et ont été pendant très longtemps parmi les plus exclues de l'assistance directe au développement. Et le Canada a vraiment investi dans ces organisations pour leur permettre d'élargir leurs activités, d'appuyer les femmes dans tous les secteurs différents de l'économie et ainsi de suite. Donc, je sais qu'il y a eu un impact majeur là-dedans. Un des critiques que j'ai eues de l'approche féministe, c'est qu'il y avait souvent, et c'est peut-être pas étonnant, mais souvent un écart entre gouvernance, démocratie et l'approche féministe qui était très ancrée dans l'économie. Pourquoi? Parce que, et c'est quelque chose que je vois depuis mes tout débuts, il y a en 99, oui, j'avais commencé dans le microfinance. À l'époque, je n'étais pas concernée par des questions particulièrement aux femmes, mais finalement, c'était que des femmes qui travaillent dans la microfinance. C'était très puissante, là, ça marchait vraiment. On allait partout avec ces mini-entreprises, que ce soit dans les grands marchés d'Accra et Kumasi au Ghana ou dans les producteurs des tissus dans les régions agricoles.
Mais le problème était toujours revenu aux questions de gouvernance. C'était l'instabilité politique, c'était la sécurité, c'était la violence, c'était le fait que le gouvernement était tellement corrompu que les biens, la croissance économique que les femmes réalisaient étaient volés ou disparaissaient dans ces autres besoins. Et c'est vraiment à cause des expériences comme ça que je me suis tournée vers les questions de démocratie et gouvernance, parce que sans sécurité, sans bonne gouvernance, aucun effort, investissement, que ce soit santé, éducation ou autre, est vraiment faisable. Mais alors, cette approche canadienne d'assistance au développement féministe et l'impact sur l'économie, il manquait la connexion avec la démocratie et ces institutions des droits des femmes. J'avais fait des entretiens à l'époque, dans les dernières années, de cette approche féministe. Et j'entendais régulièrement dire que les femmes qui s'en allaient vers la politique formelle étaient souvent perçues comme des traîtres ou comme des personnes qui ont abandonné les mouvements sociaux, des mouvements à la base pour aller vers des systèmes plus institutionnels ou autres. Il y avait toujours un écart. Et à mon avis, pour avoir un changement à long terme, durable, il faut intégrer les institutions de la démocratie, à savoir qu'il y a beaucoup d'exclusions, il y a des barrières, ils sont souvent pas très propices à l'engagement des femmes, mais il faut les intégrer pour les changer. Et pour moi, l'impact du plan d'assistance internationale aurait été plus puissante s'il y aurait eu plus d'intégration de cette approche en termes des institutions démocratiques ou de gouvernance dans les pays où on travaillait. Pourtant, il y avait beaucoup d'impact positif. Très bien. J'ai envie de rebondir sur une actualité dont on avait déjà parlé ensemble en préparant cet entretien. Le Premier ministre du Canada, Mark Carney, avait récemment dit en 2025, lors du G20 à Johannesburg, qu'il ne décrirait pas la politique étrangère du Canada comme une politique étrangère féministe. C'est ma question, et je ne sais pas s'il y a forcément une réponse. Il n'y a jamais de réponse toute faite, mais comment on continue quand même le chef du gouvernement dit de telles choses? Est-ce que ça marque une fin nette à une politique étrangère féministe? Quelle est ta prédiction à la suite de cette remarque? C'est sûr, quand il a dit ça, il y avait beaucoup de personnes qui ont respiré fort. Mais moi, je suis plus optimiste. Je prends un regard plus à long terme. La question des femmes, du genre et développement de l'engagement dans le monde, c'est au cœur de l'approche canadienne depuis les années 70. On en parle de façon différente à travers le temps, mais il est toujours présent. Le moment de la politique étrangère féministe, il y a eu son moment, avec des impacts très importants, et je reviendrai là-dessus. Si on abandonne le mot féminisme aujourd'hui, OK, on est dans la politique. Pour moi, en tant que féministe, c'est pas plus mal de prendre un peu de recul pendant un certain temps du mot, même, dans l'espace politique, parce que moi, je craignais que ça devenait trop politisé. Et le moment où les valeurs du féminisme sont appropriées par un seul parti politique ou autre, c'est là où ça perd sa valeur et sa force. Donc, le féminisme, c'est nous tous. Le féminisme est canadien. C'est une valeur partagée. Et donc, si nous entrons dans une phase où ce n'est pas le mot qui est approprié dans l'espace politique pour un certain temps, je peux le comprendre. J'espère que ce sera un moment pour revenir ensemble comme pays autour des valeurs féministes, même si on utilise le mot ou non. Il y aura un autre moment pour reprendre ce mot dans l'espace politique. Je crois réellement que le Canada va continuer à travailler pour ces valeurs-là, si on le dit ou pas. Et donc, je ne suis pas trop pessimiste là-dessus. C'est le moment de l'ère de
de cette approche féministe, c'était un air plus militant, plus visible, plus actif. Le monde change. On est très influencé par la politique de ce qui se passe aux États-Unis. On est dans une phase de nouveau réalisme, de géopolitique stratégique et le reste. Et donc, le vocabulaire change. Et j'espère que nous allons voir une intégration d'une approche ou d'une analyse féministe dans cette nouvelle ère géopolitique, même si on ne le dit pas. Et d'ailleurs, j'arrive de Washington, genre là, où je discute avec des experts de la démocratie, des élections à l'international, discussion que j'ai eue aussi à Ottawa avec différents groupes. Et on s'inspire de ce qui a été appris à l'ère de l'approche féministe. Il y avait beaucoup d'avancées, que ce soit au niveau de comment est-ce que le gouvernement peut consulter la société civile, comment est-ce qu'on peut tirer l'expertise de la société civile et l'emmener vers la politique étrangère, comment est-ce qu'on s'organise, comment est-ce qu'on essaie de mener notre influence dans le monde pour le positif à travers des modèles qui ont été développés à l'espace féministe. Donc, il est présent. On n'en parle pas, il est présent. Et j'ai l'espoir là-dedans. Vous parlez de terminologie qui évolue. Là, il y a un nouveau terme qui est de plus en plus répandu en France, le masculiniste. L'avez-vous entendu au Canada? Parce que c'est très, très répandu. Il y a de tendances masculinistes. Moi, je pense que c'est une histoire de balancier. Ça montre peut-être que le féminisme monte de plus en plus pour que le masculinisme naisse. Vous ne croyez pas? Vous n'avez pas entendu parler Comment de vous ce définirez le masculinisme, juste pour assurer que j'ai eu la même Moi, je fais un parallèle avec le féminisme, si vous voulez. Les femmes commencent à prendre de l'importance, donc nous, on existe aussi, les hommes. Parce que j'ai remarqué un petit peu dans certaines sociétés que l'homme commence à plus être du tout à la mode. Donc là, il se réveille et il crée cette tendance masculiniste. Alors, si vous n'avez pas vu cette terminologie, je retire ma question. Merci. Non, ça va, je l'ai vu. Non, c'est sûr que ça existe. C'est une tendance qui est intégrée beaucoup et associée avec des mouvements populistes, qui est associée avec des changements économiques, de l'insécurité à beaucoup de niveaux. Et aussi avec la reconnaissance de l'existence de la violence contre la femme dans différentes formes. C'est pas juste des choses familiales, domestiques, cachées, c'est des choses qui se passent en public. Je reste optimiste toujours. Plus que ça devient visible, plus qu'on est capable de lutter contre. Ça fait une quinzaine d'années maintenant, peut-être plus, que je travaille sur les questions de la violence contre les femmes dans la politique, en espace public politique. Et je dirais qu'une fois qu'on identifie, qu'on en parle, que c'est visible, plus qu'on est capable de travailler avec, de gérer avec. Donc, oui, il y a ce pendule qui va dans les deux sens. Et c'est très troublante, c'est sûr. Mais on est aussi mieux équipé que n'importe quel autre moment dans l'histoire à faire quelque chose. Si je puis me permettre de rebondir, je trouve que le terme de masculinisme est assez dangereux. Le terme est important parce qu'il nomme un phénomène et que c'est la performativité du langage. Quand on nomme quelque chose, la chose existe. Mais souvent le masculinisme est présenté comme un équivalent au masculin du féminisme, alors que le féminisme, c'est pour tout le monde, c'est pour l'égalité des genres. Mon micro fait des siennes, je m'excuse. Alors que le féminisme, c'est pour l'égalité des genres, pour les femmes, pour les hommes, pour tout le monde, alors que le masculinisme, c'est contre les femmes. En tout cas, c'est... Et je trouve que c'est assez effrayant très souvent des hommes blancs, voire des hommes très jeunes qui parlent de masculinisme, comme on va rééquilibrer la balance, on est l'équivalent au masculin du féminisme. En tout cas, là, je perds espoir. Là, ça me fait vraiment très peur d'entendre ce terme. Donc, et c'est vrai que c'est un nouveau terme, on en entend de plus en plus parler. Donc, je ne sais pas s'il existe une solution à ça. Comment
Tout à fait. Je ne crois pas que le féminisme soit contre eux, malgré Non, non, non. Je pense que en tant que on entend des féministes dire je déteste les hommes, mais c'est plus je déteste ce que le patriarcat fait. Je ne déteste pas des hommes à l'échelle humaine, alors que de l'autre côté, en masculinie, c'est je déteste les femmes à titre très personnel, et c'est très très les femmes comme groupe et les femmes comme individus. Voilà. Est-ce qu'il y a une question en ligne, Emma ? Pas tout à fait une question, mais je me permets juste de rebondir sur ce que vous venez de dire. C'est Prudencia qui dit que le masculinisme est, selon elle, aux antipodes du féminisme. Voilà, donc je me permets juste de rebondir là-dessus. Est-ce que tu voulais rebondir sur quelque chose, Gabrielle ? Juste te remercier d'avoir souligné ce point, parce qu'effectivement, c'est une distorsion du sens même du féminisme. Et donc, d'autant plus important de se réapproprier la définition même du mot, ou de prendre un moment de recul politique sur le mot pour mieux en revenir. Sophie ? Dans les médias, on mettait à égalité les personnes qui parlaient du changement climatique avec les gens qui pensaient que la Terre était plate, ou que, enfin, c'est ce genre de comparaison, ou que ça n'existait pas, et qu'on leur donnait une égalité au niveau de la position, alors que je pense que le féminisme a une histoire riche et profonde, et qui est basée sur des valeurs, et que l'autre, que je ne nommerai même pas, c'est juste un moment de peur et de manque de valorisation, et quelque chose de toxique. Donc voilà, c'est juste... C'était pas une question, c'était juste je voulais partager. Voilà. Oui. Lucie ? Je t'en prie, vas-y. Attrape donc le micro. Merci beaucoup. On a parlé donc des fonds du Canada pour développer l'économie, l'autonomie féministe dans les pays à l'extérieur du Canada. Quel est un peu l'état des lieux pour le Canada ? Quelle est la politique féministe du Canada ? Quel est l'état des lieux de la démocratie sous la lance féministe au Canada ? Je ne sais pas si j'ai reformulé. Okay. Donc, l'approche féministe de la démocratie vue par le Canada ou faite par le Canada? En fait, là, toute la vidéo qu'on a vue et puis ensuite la discussion, c'était vraiment l'action du Canada à l'étranger pour un agenda, c'est négatif ce que je veux dire, mais féministe, c'était pas un agenda féministe. Mais quelle est là, maintenant, en 2026 ou 2025, qu'est-ce qui se passe aussi dans son propre pays? Toutes ces valeurs qu'on essaye d'aller développer à l'étranger. Est-ce qu'on a dit que le féminisme fait partie des valeurs et des cultures canadiennes, mais quel est l'état des lieux ici au Canada? Je sais que ça dépend des provinces aussi, mais... Oui, effectivement. Donc, ici au Canada, bien sûr, on est parmi les pays avancés sur ces questions, moins avancés qu'on penserait souvent quand on a vu les résultats des dernières élections. On n'est pas parmi les premiers au monde pour les femmes en politique, sur n'importe quelle des mesures. Les écarts les plus importants ici au Canada pour les femmes en politique, pour le moment, et ça change régulièrement, mais c'est régional, c'est idéologique. Il y a un trou qui se creuse de plus en plus profond entre les partis politiques et la participation des femmes. Une chose qui m'intéresse, qui est sortie d'une de mes études récentes, c'est sur le levée de fonds, le financement politique et les campagnes ici au Canada. Il y a une partie politique qui lève plus que 3 fois plus que toutes les autres partis politiques combinés, et dont les femmes de cette partie politique, les candidates femmes, aussi sont capables réussissent à faire des levées de fonds très, très, très importantes.
pourtant, c'est le parti où les moins de femmes sont élues. Donc, les questions de qu'est-ce qui crée des conditions propices pour l'avancée des femmes, c'est plus complexe que certaines variables qu'on penserait identifier. C'est pas juste avoir accès à l'argent, c'est pas juste avoir accès à être candidat ou autre, mais c'est comment est-ce que les partis politiques sont structurés, comment est-ce qu'ils gèrent à l'interne les différentes valeurs, la distribution des postes aussi. Donc, c'est un contexte structurel, institutionnel qu'il faut regarder pour mieux comprendre les enjeux et aussi les opportunités. L'enjeu très central aujourd'hui ici au Canada, c'est la question de l'harcèlement et l'intimidation en ligne. C'est l'environnement de violence en politique contre les femmes dans les espaces de la technologie. J'ai eu l'occasion de travailler avec Catherine McKenna, un peu qui a été connue pendant longtemps ciblée comme Climate Barbie, éventuellement qui a quitté la politique, qui a vu des attaques sexistes en ligne virer vers la vraie vie. Elle a eu ses bureaux ont été attaqués, elle a reçu des menaces et autres. Et l'impact que ça a eu sur elle, sur sa famille et le reste. Et son expérience n'est pas unique. C'est quelque chose qui se passe partout. Ça se passe peu importe la partie politique d'appartenance. Donc, c'est vraiment une expérience partagée. Et pas seulement en anglais, mais en français aussi. On sait que c'est un vrai problème avec des politiciennes au Québec aussi, qu'on a beaucoup parlé. J'espère que mes futures recherches avec la chaire de recherche à Sainte-Anne vont dévoiler plus d'expérience avec la réalité pour les femmes acadiennes, qui est très, très, très peu connue aujourd'hui. Donc, on a nos besoins, on a nos enjeux, on a nos réalités ici. Au moins, comme la question précédente, il y a une valeur centrale, un respect des droits à la base qui est partagé dans notre pays et qui est protégé dans nos lois, dans nos institutions, par nos leaders à travers les partis politiques, peu importe comment ils réussissent ou non à élire les femmes, et une participation des femmes très importante dans la société civile et en tant qu'électrices. Donc, voilà. Il y avait, excuse-moi, d'abord il y avait une question de Prudencia. Je vous en prie. Oui, bonsoir, est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Alors, oui, parfait. Donc, merci beaucoup pour ces très belles interventions. J'aurais une question pour Madame Bardal. Alors, pensez-vous que des statistiques acceptables reflètent toujours à juste titre une réelle parité sur la scène démocratique en général et plus particulièrement au Canada? Les statistiques, c'est-à-dire le cible de 30% ou le 50% d'égalité, c'est ça? Exactement. D'après vos recherches et vos observations et vos expériences, est-ce que vous avez remarqué que ces statistiques-là reflètent qu'il y a réellement une parité sur le terrain? Parler de l'international avant tout, ma réponse c'est non. Merci pour la question, c'est très intéressante. Je ne me suis pas fait des amis pendant longtemps quand je travaillais pour ONU Femmes ou autre, parce qu'on m'invitait à faire des évaluations dans certains pays et j'allais dans certains pays qui étaient juste comme 29,9999% pour donner mes conseils sur comment atteindre la parité et le reste. Et au fond, tout ce que ces gouvernements voulaient, c'était comment passer de 30% et dire « OK, done. Merci beaucoup, donnez-nous de l'argent. » Et toujours, mes recommandations dans ces cas-là, c'était mettre les freins, parce que c'est pas un réel participation, là. C'est des chiffres qui sont gonflés, c'est des chiffres qui sont abusés, vous êtes un régime à parti unique, et blablabla. Et j'étais pas très populaire, comme on dit, dans certains espaces. Donc, la participation descriptive, c'est ce qu'on appelle ces chiffres-là, c'est très important. Comme mon premier exemple, la participation des femmes dans les régimes communistes. Elles n'étaient pas là pour les valeurs féministes en tant que telles, mais elles ont pris l'espace qu'elles avaient pour en avancer. Et oui, ça, on voit. Alors, peu importe que ça soit des femmes de n'importe quel parti politique, de n'importe quel espace, elles sont présentes
il faut être présent pour avoir une voix, point final. Le reste, on va construire là-dessus. Mais est-ce que c'est suffisant? Non. Comme on dit dans la recherche, est-ce que c'est nécessaire et suffisant? Non, les chiffres ne sont pas suffisants, mais oui, elles sont nécessaires. Donc, c'est un point de départ. Pour le Canada, c'est pas un régime extrême comme les autres cas que j'ai cités. Aussi, vu que les valeurs sont acceptées plus largement, on voit plus de mouvements dans les chiffres réels et c'est peut-être un peu moins inquiétant que ça pourrait être dans d'autres contextes. Mais ça reste très important. On ne veut pas descendre de façon continuelle à long terme ou à plusieurs cycles électoraux sur des chiffres qui vont trop loin de cet espace égalitaire. Mais tant que vous avez des partis politiques et des plateformes qui avancent les intérêts des femmes, qu'il y a des espaces pour les femmes à s'exprimer, déjà c'est mieux que dans les contextes où on s'appuie uniquement sur les chiffres plutôt que d'autres types de représentations substantives, comme on dit. Merci beaucoup de t'être fait des ennemis pour faire ton travail. Et merci Prudencia pour votre question. Je vois que le temps file, donc on peut prendre deux dernières. Il y a deux. C'était seulement une observation. On parlait, Marla et moi, que les récentes comment on dit, les budget cuts de Tim Houston ont affecté les organisations à but non profitables. Ils ont clôturé les musées, ou quelques musées, les bureaux touristiques, et c'est généralement géré par les femmes. Donc, c'est... oui. Si je peux ajouter à ça, c'est aussi que comment on parle de ça comme on va économiser de l'argent quand on coupe l'emploi des femmes, mais quand on investit dans les emplois des ressources extractives. Et ça, c'est pour la plupart les emplois pour les hommes. Alors, il y a quelque chose, il y a une analyse féministe dans tout ça. Absolument, oui. Juste un commentaire. Merci beaucoup. Vous vouliez poser une question? J'aurais une question. Attendez, le micro vient à vous. Pardon. Dans votre expérience internationale, quels pays avez-vous vu qui peut-être sont les plus progressifs au point de vue égalité, qui a autant de femmes que d'hommes, ou peut-être plus de femmes dans le système politique? Et puis, comment est-ce qu'ils ont réussi à que leur culture, comment ils ont réussi à atteindre ça? Bonne question encore. J'ai beaucoup travaillé au Rwanda, qui est depuis longtemps le premier pays au monde pour la participation des femmes politiques. Mm-hmm. Est-ce que c'est le pays le plus démocratique? Non. Alors, encore une fois, je ne dirais pas que c'est les chiffres qui comptent le plus. Je suis très inspirée par les organisations féministes en Tunisie, où j'ai travaillé. Et dans beaucoup de pays musulmans, pendant la période de ma vie où je voyageais 35 pays par année, très souvent, on programmait les activités genre et femmes pendant le Ramadan. Pourquoi? Parce que c'était les congés pour beaucoup de personnes, parce que les directeurs du pays des organisations internationales quittaient, parce que tout va au ralenti, on ne mange pas pendant la journée, on est fatigué. Alors, en Tunisie, qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, les femmes n'étaient pas disponibles pendant la journée. Elles préparaient les repas et gros événements le soir et tout. Elles préparaient toute la journée, elles servaient le beau repas du Ramadan à chaque nuit. Et c'était après les repas que les organisations se tenaient. Ça m'arrivait régulièrement de débuter une réunion avec des organisations féministes après minuit ou à 1h le matin. Et ne pas manger pendant la journée, on est fatigué, on est physiquement. Alors, j'étais très inspirée de voir ces femmes qui
qui persistaient malgré le contexte, qui géraient leurs responsabilités familiales et traditionnelles, culturelles et religieuses, avec leur désir de faire partie du moment de transition. Elles ont beaucoup réussi. Il y a eu beaucoup de recul en Tunisie depuis, mais pendant le temps, elles ont réussi non seulement à changer les lois de façon très importante, mais après d'examiner ces changements, de les critiquer, de voir où est-ce qu'il y avait des points faibles et de les améliorer. Alors, en Tunisie, il y avait 2, presque 3 cycles d'introduction et d'amélioration avant que tout retombe à l'eau. Mais c'est ce cycle, c'est ce qui compte. Merci. Merci beaucoup. Je pense que nous sommes arrivés à la fin de notre discussion. Hélas, déjà, le temps est passé très vite. Merci beaucoup d'avoir partagé ton expertise avec nous. Merci pour vos questions. J'ai passé un très bon moment et je crois que je repars avec un peu d'espoir quand même. J'espère que vous aussi.